podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Je suis André Loez et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Marion Abalea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg et vous venez de signer aux éditions du CNRS un livre qui m'a beaucoup intéressé, Une histoire mondiale du sida, 1980-2025. Un livre qui, sauf erreur, ne rentrait pas exactement en droite ligne de ce que vous aviez fait auparavant, parce que vous avez fait une thèse sur l'ambassade de France à Berlin, fin 19e, début 20e siècle. Donc, je me suis demandé en vous lisant, qu'est-ce qui vous avait amené à ce sujet ? Alors, il y a des archives diplomatiques dans le livre, donc est-ce que c'est la connexion archivistique ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette synthèse sur l'histoire du sida, une histoire mondiale de cette maladie ? En fait, vous avez raison, ça peut sembler un peu étonnant au vu de mon parcours, et vous avez aussi raison en disant que ce sont les archives, comme souvent dans les parcours d'historiens ou d'historiennes, qui m'ont amené à travailler là-dessus. En fait, quand j'ai travaillé sur l'ambassade de France à Berlin, fin 19e, début 20e, un des enjeux qui m'avait intéressée, c'était la manière dont les établissements et les représentations diplomatiques étaient parfois prises pour cible de manière violente par les opinions publiques, par des manifestants, et c'était fréquemment le cas de l'ambassade de France à Berlin. Et par la suite, après ma thèse, j'ai un peu continué à travailler sur cette dimension-là, et un peu par hasard, dans les archives, je suis tombée sur tout un tas d'archives et de dossiers qui étaient, à mon sens, assez originaux et intéressants et que je ne connaissais pas, sur la manière dont les intérêts diplomatiques américains, les ambassades, les consulats américains avaient été pris pour cible des militants de la lutte contre le sida à la fin des années 80 et au début des années 90, notamment quand les États-Unis ont mis en place ce qu'on appelait le travel ban, cette législation qui empêchait les malades du sida et plus largement même les porteurs du VIH d'entrer sur le sol américain. Et cette législation a été l'occasion d'une très forte mobilisation internationale qui a pris pour cible entre autres les intérêts diplomatiques américains. Moi, je suis tombée là-dessus, j'ai investigué un peu cette question et puis à partir de ce petit bout de la lorgnette, on peut dire, je me suis rendu compte que cette histoire internationale diplomatique du sida était quelque chose d'assez peu défriché. Les archives sont en train de s'ouvrir aussi, puisqu'il y a avec le délai de communicabilité, il y a toute une documentation qui apparaît. Et donc, c'est par le biais de vraiment cette histoire internationale qui est aussi le cœur de mes recherches, plus que la synthèse que je présente ici, mais que je suis venue à cette histoire. Et puis, en travaillant là-dessus, je me suis aperçue finalement qu'il n'existait pas, non seulement dans l'histoire et dans l'historiographie francophone, mais même en langue étrangère, en tout cas en anglais ou dans des langues européennes, de synthèse de ces 40 premières années, on peut dire, de la pandémie. Et donc, c'est un petit peu en discutant avec mon éditrice aussi dans cette direction-là qu'on a voulu aller pour faire quelque chose qui soit à la fois une synthèse et une introduction au sujet. C'est une maladie sur laquelle il a beaucoup été écrit, en particulier par des militants, des militantes, des malades qui se sont, on va en parler, beaucoup mobilisés. Est-ce que la question de la légitimité à en parler s'est posée pour vous ? Vous écrivez dans la conclusion, vous faites partie de la troisième génération, on reviendra sûrement sur ces notions, qui est aussi la mienne, née entre la fin des années 70 et la fin des années 80, qui a grandi et découvert les questions de sexualité au prisme de la maladie, mais directement ou pas, concerné, évidemment, ça fait une grosse différence. Est-ce que cette question d'être légitime ou pas à écrire là-dessus s'est posée pour vous ? Bien sûr. Évidemment, on ne peut pas travailler sur un sujet aussi concernant pour des millions de personnes sans se poser cette question-là. C'était à la fois une question un peu intimidante, évidemment, pour l'historienne, s'approprier cette histoire qui n'est pas la sienne et qui est si personnelle pour des milliers et des milliers de personnes. Et en même temps, c'était aussi un petit peu le sens de la démarche. C'est-à-dire que vous le dites, effectivement, cette histoire, elle a été jusqu'ici très majoritairement écrite, racontée par des témoins, par des acteurs. Alors, essentiellement des militants, des malades, des personnes qui sont mortes du VIH et du sida, éventuellement aussi par des grands acteurs de la santé publique ou de la réponse internationale. Chacun a son histoire et cette histoire, elle est évidemment centrale. C'est une parole qui est extrêmement importante, mais c'est une parole aussi qu'en tant qu'historien, on doit non pas remettre en cause, c'est pas du tout l'objet, mais historiciser, interroger. Et je pense qu'il y a la place pour les deux, évidemment, sans le remettre en cause. Et j'ai aussi eu l'occasion, en préparant ce livre, justement, d'échanger avec des militants du SIDAction, des militants d'aide, de différents âges aussi, et donc des gens qui étaient extrêmement actifs dans les années 80-90, des gens qui
sont un peu plus jeunes et qui ont hérité de cette histoire-là. Et je crois que le dialogue, il est fructueux pour construire d'autres formes d'histoire. J'ai aussi échangé pas mal avec d'autres personnes qui ont écrit cette histoire. Ce sont les journalistes scientifiques qui ont suivi cette pandémie pendant des années et qui en ont rendu compte dans les journaux dans lesquels ils écrivaient ou les médias pour lesquels ils travaillaient. Et c'est aussi une autre façon de raconter cette histoire. Oui, parce qu'une chose dont on se rend compte en vous lisant, c'est qu'il y a eu un travail intellectuel très fort, évidemment du côté de la recherche médicale pure, mais un travail intellectuel très fort, très tôt, avec des gens qui ont écrit des choses très intelligentes dès le milieu des années 80 autour de ces enjeux. Donc du coup, c'est aussi une manière de faire la synthèse de tout ça. Alors, sur le volet proprement médical, il y a quand même pas mal de passages qui sont techniques et qui nécessitent de l'être. Et comment vous vous êtes formé à ça? Est-ce que c'est un peu un challenge pour vous? Bien sûr. Et vous parliez de légitimité tout à l'heure. C'est une autre forme de question de légitimité. Moi, je ne viens pas du tout des sciences médicales ou des sciences biologiques. Alors, je dois remercier ici mon collègue de l'Université de Strasbourg, Olivier Rohr, lui, biologiste, spécialiste de la biologie moléculaire et notamment des recherches sur le VIH, qui m'a fait l'amitié de relire notamment le chapitre spécifiquement consacré à l'histoire de la recherche et de ses perspectives, qui a corrigé quelques petits éléments et puis surtout avec qui on a pu avoir un dialogue qui a permis aussi de gagner en légitimité. Et puis mon but n'était pas du tout de rogner de m'aventurer dans un domaine que je ne connaissais pas. Mais cette histoire scientifique, elle est tellement centrale dans l'histoire plus globale et même dans l'histoire politique, sociale de la pandémie qu'il me semblait impossible de passer à côté. On ne peut pas comprendre l'histoire du VIH et du sida et de ses incidences sociales, politiques, internationales et culturelles si on ne comprend pas la spécificité de ce virus, les échecs répétés de la science, les espoirs déçus et peut-être les perspectives actuelles. C'est pour ça que j'ai fait le choix effectivement de m'aventurer sur ce terrain en espérant avoir dit le moins d'erreurs possible et en remerciant encore les collègues qui ont bien voulu m'aider et m'accompagner sur cette voie-là. Et pour ajouter encore aux questions de légitimité et aux difficultés de cette enquête, et moi je souligne vraiment les grandes qualités du livre, qui apporte énormément de réponses à soit des clichés qu'on peut avoir, des souvenirs vagues qu'on peut avoir sur certains éléments, soit vraiment pour faire le point sur des sujets et découvrir un certain nombre de choses. Pour ajouter encore à ces difficultés, il y a la question géographique. Vous êtes une historienne située, on l'a dit, Strasbourg, la France, et c'est une pandémie mondiale avec des malades à Los Angeles et puis des malades en Afrique énormément. Donc du coup, est-ce que cette dimension géographique, comment vous l'avez affronté, comment vous vous êtes situé pour ne pas avoir un propos franco-centré, ce qui serait évidemment très, très réducteur? Oui, alors c'est effectivement une question compliquée d'emboîtement d'échelle. Alors j'ai travaillé du point de vue des archives à proprement parler, même si c'est pas celle que je mobilise nécessairement le plus dans l'ouvrage. J'ai travaillé sur pas mal d'archives occidentales, il faut bien le reconnaître. J'ai travaillé sur des archives françaises, des archives britanniques, des archives allemandes, est-allemandes et ouest-allemandes, parce que ça m'intéressait aussi d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de ce qui était encore le bloc de l'Est au début de la pandémie. Et j'ai travaillé sur des archives américaines. Mais évidemment, quand je vous fais cette liste-là, le grand chaînon manquant, ce sont les sources issus des pays du Sud et notamment des sources africaines. Les 3/4 des malades du VIH depuis l'apparition de la pandémie sont en Afrique et évidemment c'est problématique et il y a un vrai problème de d'écrire cette histoire à partir de sources occidentales. Alors j'ai travaillé beaucoup sur les archives de l'OMS où il y a les correspondances entre l'OMS et certains pays africains, avec quasiment tous les pays dans lesquels l'OMS est intervenant, c'est-à-dire à peu près tous les pays d'Afrique subsaharienne sur le sujet. Mais je suis très consciente du fait que ça pallie pas cette difficulté. Moi, je viens pas effectivement de l'histoire africaine du tout. Je me suis appuyée évidemment sur les travaux scientifiques, historiques, anthropologiques, à la fois de chercheurs occidentaux, mais aussi de chercheurs africains qui ont travaillé là-dessus. Mais évidemment, c'est toute la difficulté de toute façon quand on travaille sur les pandémies qui sont par définition des objets mondiaux et il faut trouver un accès à cette mondialité entre guillemets tout en étant très conscient qu'on est évidemment des historiens situés. Donc dans le livre on le voit, je pense, le choix a été fait aussi parce que il fallait faire une synthèse dans un volume relativement raisonnable de se concentrer en fait sur 3 espaces qui me semblaient quand même les 3 espaces les plus pertinents pour
appréhender cette histoire qui sont l'espace nord-américain, l'espace européen et l'espace d'Afrique subsaharienne. Et sur lesquels il y a eu le plus de travaux pour l'instant. Voilà, exactement. Et puis c'est aussi d'autres espaces ont quand même été moins touchés par la pandémie, il faut bien le dire. Le monde arabo-musulman, l'Asie orientale à certains égards, bien qu'on ait cru le pire à une période. Donc c'est aussi un reflet de ce qu'a été cette pandémie. Le livre prétend pas du tout faire une synthèse qui soit exhaustive de cette histoire à toutes les échelles et dans tous les territoires. Et alors, si je rajoute encore un 4e niveau de difficulté, et donc ça me permet de souligner à quel point, voilà, je trouve que c'est vraiment un livre important, courageux aussi, c'est que c'est une épidémie qui a très vite été brûlante du point de vue politico-social, médiatique. Et on parlait de l'histoire de l'Afrique. Une des raisons pour lesquelles il faut faire attention à l'écriture de cette histoire, c'est aussi qu'en Afrique, l'épidémie a été vécue de plein de manières, comme une rémanence de rapports coloniaux, de rapports de domination coloniale, que ce soit parce que les labos ne voulaient pas baisser les prix ou parce que les diagnostics même étant à l'origine occidentaux étaient vécus comme des formes d'imposition, d'une médecine dominatrice, etc. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler de vigilance sur comment on parle des sujets qui ont fâché. Bien sûr, cette histoire, c'est fondamentalement une histoire entre, pour le dire vite, l'Occident blanc et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. Et je le dis avec toutes les précautions qui sont nécessaires pour accompagner cette vision. Dès le milieu des années 80, la question raciale, elle est au cœur de l'appréhension de l'objet social et international qui est le VIH. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit assez vite, en Europe notamment, en France et en Belgique, que beaucoup des premiers patients viennent ou ont une connexion d'une manière ou d'une autre avec l'Afrique centrale. Et puis, les premiers projets de recherche, le tout premier, j'en parle dans l'ouvrage, qui s'appelle le projet SIDA, qui est un projet américano-belgeo-zaïrois, est ouvert dès 1983 à Kinshasa, dans ce qui était à l'époque le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et on se rend compte très vite qu'on a là une maladie qui est peu différente très différente dans son épidémiologie de ce qu'on connaît dans les pays d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord, mais qui fait des ravages. Et on parlait de la recherche tout à l'heure, la recherche assez vite va pointer ce qu'on appelle l'hypothèse africaine, l'idée que ce virus, il serait probablement originaire de cette région de l'Afrique centrale. Et immédiatement, c'est une hypothèse qui s'avérera vraie un peu plus tard, mais c'est une hypothèse qui est rejetée en masse essentiellement par les leaders politiques, mais même par les scientifiques africains, comme une hypothèse raciste. C'est l'idée que dès qu'il y a un mal qui s'abat sur la planète, il vient toujours d'Afrique et que c'est toujours la faute des Africains. Et donc, dès ces premières années de la pandémie, cette question raciale, elle va devenir centrale. Et puis, c'est un jeu à plusieurs étapes, ça se rejoue, vous le dites évidemment, avec la question des traitements à partir de la fin des années 90. D'une part, à cause de ce scandale de l'inégalité de l'accès au traitement, du fait qu'on a pendant un temps accepté tout simplement qu'il n'était pas possible, en tout cas c'est ce qui était mis en avant, de développer la diffusion des traitements à ceux qui en avaient le plus besoin. Mais pas possible ou pas rentable, autrement dit. Voilà, exactement. Pas réaliste, comme on le disait aussi à l'époque, pour des raisons qui étaient aussi d'ailleurs reposant largement sur des stéréotypes culturels, voire racistes, de ce qu'étaient les Africains qui ne seraient pas capables de lire l'heure pour prendre leur traitement, etc., etc. Et puis, l'histoire raciale de ce VIH, elle continue avec des leaders nationalistes africains, Thabo Mbeki pour ne pas le citer, le président sud-africain, qui va utiliser une forme de nationalisme africain, instrumentaliser le sida dans une forme de nationalisme africain et avec des conséquences dramatiques puisque ça va aller jusqu'à remettre en cause l'idée de l'efficacité des antirétroviraux et même l'idée selon laquelle le VIH, la thèse qui est évidemment la vérité scientifique selon laquelle le VIH est la cause de la maladie. On va revenir sur un certain nombre de ces étapes. Juste avant, je voudrais peut-être que vous puissiez souligner ce qui est un des grands acquis, me semble, du livre. C'est une forme de singularité du sida. Et cette singularité, elle est très liée au métier d'historien, d'historienne, parce que c'est lié au rapport au temps. C'est une maladie du temps long. C'est une maladie qui n'est pas comme la peste noire, même si celle-ci au Moyen-Âge est revenue, on le sait, régulièrement. Mais c'est pas un coup de foudre dans un ciel serein, et puis ensuite l'immunité collective est acquise, et puis ça peut revenir, etc. C'est pas non plus tout à fait la Covid-19. Là, c'est une maladie qui est longue à la fois dans son incubation, parce qu'on peut être séropositif sans déclarer immédiatement les symptômes, et puis qui est longue aussi depuis
depuis son irruption jusqu'à aujourd'hui, même si vous dites qu'il y a des perspectives de fin, on pourra en reparler, mais voilà, la question de la durée est au cœur finalement de la problématisation. Ouais, c'est ce qui... Alors évidemment, en tant qu'historien ou historienne, c'est une question qui nous intéresse particulièrement, mais c'est à mon sens effectivement ce qui explique la singularité, enfin en partie en tout cas la singularité sociale, culturelle de la maladie. C'est cette double effectivement durée, celle de la contamination avant de déclarer la maladie. On peut vivre 10, 20 ans avant de déclarer la maladie. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on parlait du militantisme. Il n'y aurait pas eu de militantisme du sida si vous mouriez le lendemain du jour où vous contactiez le VIH. Pourquoi il y a cette force militante? Parce qu'il y a des gens qui se savent condamnés, mais condamnés à court, moyen, voire long terme. Oui, c'est un sursis mobilisateur. Exactement. Et ça, c'est évidemment toute cette force collective qui s'est déployée dans les années 80, 90 et au-delà. Elle est directement liée au fait que les gens attendaient une réponse pour laquelle la maladie leur donnait peut-être le temps et l'espoir de la voir surgir. Donc ça, évidemment, ça explique les mobilisations, enfin une partie en tout cas des mobilisations politiques, sociales, tout à fait inédites à mon sens qu'a provoqué la pandémie. L'autre durée, effectivement, c'est celle d'une maladie alors qui reflue aujourd'hui à la fois pour des raisons probablement biologiques et pour des raisons politiques qui sont la mobilisation très forte qu'on y a opposée. Une pandémie, effectivement, qui s'étend sur bientôt 50 ans maintenant, et donc évidemment sur des générations différentes qui les impactent différemment, sur des durées de politique publique et de réponses publiques différentes. On est bien placé aujourd'hui pour voir à quel point une politique publique peut être renversée du jour au lendemain. En 2003, les États-Unis mettent 15 milliards de dollars sur la table et changent la manière dont on répond au sida. On est 20 ans plus tard et ce pas décisif apparaît largement remis en cause du jour au lendemain. Donc c'est aussi ce temps long, ça implique des étapes et des retournements peut-être plus importants en termes de réponse publique. Alors, il y a une coïncidence qui est qu'au moment où votre livre paraît, c'est le moment où il y a une grande campagne d'affichage en France, dans le métro à Paris notamment, mais ailleurs aussi, avec des personnages historiques, enfin plutôt un collage de photos historiques. À gauche, une photo d'un événement historique, à droite, une photo de jeunes personnes actuelles qui disent des choses comme « on n'a pas vécu la chute du mur, mais on vivra la fin du sida », avec à la fois l'idée qu'on est ancré dans l'histoire, mais en même temps on se projette dans un futur. C'est une campagne pour aide, si je ne me trompe pas. On se projette dans un futur de disparition de la maladie. Cette idée de l'historicité, même cette campagne d'affichage la travaille. Oui, bien sûr. Alors, elle a essentiellement pour but une forme de message mobilisateur pour les jeunes générations qu'on considère aujourd'hui, et les études notamment de Santé publique France et d'autres le montrent, les plus ignorantes à la fois de cette histoire et puis évidemment des pratiques de précaution qui permettent d'éviter le VIH. Donc, l'idée de la campagne, c'était de dire aussi aux gens qui ont 8, 20, 22 ans aujourd'hui, cette histoire c'est la vôtre et ce sera votre moment historique, mais c'est évidemment aussi le reflet de la conscience historique de la maladie dans le grand public, ou en tout cas au sein d'une association militante qui elle-même a fêté ses 40 ans l'année dernière. Elle a été fondée en 83, donc il y a aussi une histoire du militantisme qui s'inscrit dans cette durée. Oui, et d'ailleurs, là on prend un peu le livre par la fin, mais c'est pas grave, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant que vous montrez dans un des derniers chapitres, qui est cette idée qu'on est dans un moment patrimonial, avec de grandes expositions rétrospectives, avec des commémorations, avec aussi une séquence de funérailles, Larry Kramer par exemple, qui était cette grande figure aux États-Unis, dans un moment un peu de récapitulation des savoirs. Il y a eu le film de Romain Campillo, voilà, toute une série de choses qui ont érigé le moment SIDA, en particulier des années 80, comme un moment très spécifique, et comme si c'était maintenant le moment de la remémoration et du retour sur l'événement, comme s'il y avait aussi ce sentiment d'une césure entre un avant maintenant lointain, une génération première en train de s'effacer, puis le maintenant où on peut mettre ça à plat, conserver des archives, faire des colloques, faire des expos, etc. Ouais, c'est une question qui m'a beaucoup interrogée, à la fois en saisissant les objets culturels. En plus, il se trouve que moi, je suis à Strasbourg et qu'il y a eu à Strasbourg, au Musée d'art moderne et contemporain, une grande exposition sur, justement, s'appelant Les temps du sida, interrogeant aussi la question des diachronies et des chronologies. La question de l'appropriation culturelle et mémorielle du sida, elle est ressortie très fortement depuis, en gros, une dizaine d'années, depuis le milieu des années 2010, alors même que
le sida qui était un objet culturel majeur des années 80-90. On a l'impression qu'avec l'arrivée des traitements dans les années 2000, quand la maladie est devenue une menace moins prégnante dans les pays occidentaux, puisqu'on mourait moins du sida dans les pays occidentaux, il y a une forme d'éclipse. Et puis, à partir du milieu des années 2010, et avant la pandémie de Covid, donc c'est pas directement lié, même si la sensibilisation nouvelle qu'on a pu avoir au risque pandémique nous a sans doute rendu plus récepteurs à ce type de production culturelle et mémorielle. On voit effectivement par le biais de grands films, de séries, d'ouvrages, d'expositions, un retour sur cette période. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, vous le dites, c'est à la fois un retour sur une période qui est vue comme paradigmatique du combat. Un moment un peu à part, on revient essentiellement sur la décennie qui va du milieu des années 80 au milieu des années 90, la période où les grands militants mouraient en masse, avec la dimension aussi héroïque et un peu martyriale. Et puis un moment très fortement émancipateur du combat. On a survécu grâce à ce combat qui est aussi doit servir de modèle pour d'autres causes. Et de ce point de vue-là, le militantisme contre le sida a infusé beaucoup d'autres formes de militantisme postérieur. Donc il y a à la fois cette historicité, un moment très spécifique et un moment modèle paradigmatique. Et je pense que c'est un peu cette double dimension. La spécificité, c'est la page sans doute en partie en train de se refermer. Et puis la dimension paradigmatique, c'est l'inspiration pour d'autres combats. Et la conjonction, la convergence des deux explique sans doute le retour sur ce moment fondateur. Ceci dit, la patrimonialisation, c'est quelque chose, quand vous en discutez avec des acteurs et des militants notamment, qui est un peu à double tranchant et qui est aussi un risque. Il y a une grande exposition au Mucem à Marseille qui s'appelait « L'épidémie n'est pas terminée » et en même temps on la mettait au musée. Et avec une forme peut-être, alors pas de contradiction, parce que tout ce qui est au musée n'est pas nécessairement des antiquités poussiéreuses, mais il y a cette idée, cette tension entre une forme de patrimonialisation qui pourrait tendre vers une réification et l'idée d'une mémoire et d'une culture qui reste quand même une culture militante et qui refuse justement une forme de réification, de muséification, voire d'institutionnalisation, parce que c'est une culture qui se pense aussi comme une forme de contre-culture. Alors avant l'éclosion de cette culture très spécifique au milieu des années 1980, il y a toute la phase, on pourrait presque dire d'incubation, pour filer la métaphore de la maladie. En particulier, cette phase à laquelle vous faites allusion, sa phase pré-anthropique, c'est-à-dire que le sida existe avant d'être sous les microscopes des scientifiques, avant d'être repéré dans une revue aux États-Unis en juin 1980. On reviendra peut-être sur ce moment, mais avant juin 1980 et depuis en fait le milieu du XXe siècle, il y a un rétrovirus qui circule et dont on sait aujourd'hui qu'il a une histoire avant l'homme. Il a même infecté des gens avant qu'on le sache en 1981. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Alors là, je vais être à nouveau très prudente parce que je rentre sur des territoires de la biologie moléculaire et de ce qu'on appelle la phylogénie, l'historicité des gènes et des mutations génétiques, dont je ne suis évidemment pas spécialiste, mais effectivement, les travaux de phylogénie les plus récents sont aujourd'hui capables de dater l'apparition du VIH, donc du virus humain, autour des années 1910-1920 en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest équatorienne, aux confins du Cameroun, probablement du Congo actuel et du Cameroun. Le virus étant dérivé d'un virus du singe, d'une race, d'une espèce spécifique de chimpanzé. Et on estime que le passage de la barrière des espèces, donc du virus du singe vers celui de l'homme, s'est effectué dans ces années 1910-1920. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, de 1910-1920 à 1980, il y a plus d'un demi-siècle de diffusion silencieuse, totalement aveugle. Là encore, aujourd'hui, les études à la fois épidémiologiques et phylogéniques montrent que les 30 premières années suivant cette transmission et ce franchissement de la barrière des espèces ont été à peu près ont été très limitées en termes de transmission humaine et que par contre c'est à partir des années 40, 50 et surtout 60 que dans la région qui a quand même servi d'incubation, qui est cette région du bassin du Congo, notamment la ville de Kinshasa,
et sa sœur jumelle de Brazzaville de l'autre côté du fleuve, ont été des années d'éclosion et de diffusion assez rapide du VIH. Oui, avec un échantillon qui date de 1959. J'ai appris ça en vous lisant. C'est le plus vieil isolat du virus qu'on a aujourd'hui, que les scientifiques ont pu travailler. C'est dans des campagnes qui étaient faites à l'époque par l'administration coloniale belge, puisque le Zaïre était à l'époque le Congo belge, et dans des campagnes médicales, comme c'était assez fréquent dans les puissances coloniale, on avait prélevé des échantillons de sang à d'autres fins qui sont restés dans les congélateurs, et quand on l'a testé au milieu des années 80, on a retrouvé un échantillon de sang prélevé en 59, probablement à Kinshasa, en tout cas au Congo belge, positif au VIH. Il y a un ouvrage important qui est sorti maintenant il y a quelques années d'un historien, mais aussi biologiste canadien francophone, Jacques Pépin, qui travaille sur l'histoire coloniale du VIH et qui travaille justement sur cette préhistoire, au sens de l'histoire du VIH avant 81, et sa thèse est de montrer comment les dynamiques coloniales, et notamment les brassages de population, les mélanges de population avec des ratios genrés très déséquilibrés, et notamment des migrations très masculines dans les villes, ont probablement facilité et favorisé la diffusion du virus. Et puis, à partir des années 60, on estime que de ce bassin de l'Afrique équatoriale, le virus, assez logiquement, parce que le monde est connecté déjà à cette époque-là, sort de ce bassin. Par le biais, il y a différentes hypothèses, et puis tout simplement des gens qui font le lien entre l'Europe et l'Afrique centrale, et de l'autre côté l'Afrique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Et on a effectivement, on retrouve, et là aussi on a retesté des échantillons de sang prélevés dans les fin des années 60 et dans les années 70 qui sont positifs au VIH, à la fois en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Oui, sur cet aspect préhistoire coloniale, on peut aussi renvoyer sur un autre sujet aux travaux de Guillaume Lachenal, qui montre bien pour la maladie du sommeil par exemple que le problème, c'est pas que les colonisateurs veulent inoculer des populations d'un virus ou d'une maladie, mais c'est que les déstructurations sociales liées par exemple au travail forcé, aux guerres, etc., provoquent des brassages de population, des déplacements, des modifications d'écosystèmes qui sont propices effectivement à ce type de choses. Ouais, et particulièrement dans le cas des infections sexuellement transmissibles, où les déséquilibres hommes-femmes dans les brassages de population ont un effet particulièrement fort. Cette maladie fait son irruption dans, on va dire, dans l'espace scientifique occidental en 1981, avec un article du Morbidity and Mortality Weekly, qui est cette revue hebdomadaire de repérage de cas, de repérage de maladies, qui dit qu'à Los Angeles, il y a des patients homosexuels qui ont des symptômes associés, comparables. Et on entre dans une phase qui est très intéressante. Alors, vous le racontez en grand détail, mais un des points qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans cette phase, avant que le virus soit vraiment parfaitement isolé et connu, on tâtonne. Mais assez vite, on a des éléments pour comprendre qu'il y a des populations qui sont plus frappées que d'autres, notamment la communauté homosexuelle. Mais c'est très vite à double tranchant, parce que d'un côté, c'est utile de pouvoir dire attention, là, il y a une communauté qui a plus de risques. Et en même temps, dans le contexte des États-Unis de Reagan, c'est aussi catastrophique, parce que c'est pointer du doigt des gens qui sortent à peine, et encore pas tous, mais de décennies de marginalisation sociale. Donc c'est à la fois, il y a de la bonne volonté, on va dire, de chercheurs qui disent attention, les homosexuels, là il y a quelque chose qui vous menace peut-être plus spécifiquement, il faut en savoir plus, et en même temps c'est vécu comme une grande violence. Ouais, vous avez raison, c'est vrai pour les homosexuels, et c'est vrai aussi pour d'autres groupes qui ont quelques mois plus tard été aussi repérés comme étant des groupes où la maladie semblait particulièrement présente. Je pense notamment aux Haïtiens, et ces groupes ont été identifiés comme ce qu'on appelait à l'époque les groupes à risque, et ça leur a fait énormément de mal. Alors la qualification et l'étiquette, elle avait été donnée par le Centre de surveillance des maladies américaines comme conseil essentiellement aux médecins généralistes, en disant voilà, on a des populations au sein desquelles cette nouvelle maladie semble plus fréquente qu'ailleurs, donc si vous avez des patients qui y appartiennent, qui sont haïtiens, qui sont hémophiles ou qui sont des hommes homosexuels, pensez peut-être à ça quand vous faites votre diagnostic. Donc vous avez tout à fait raison, c'est vraiment dans une logique scientifique de prévention médicale, mais la publication de ces listes et puis toute l'utilisation aussi médiatique, et la fureur médiatique qui se déchaîne quand même, notamment contre la communauté homosexuelle, mais pas seulement, avec cette différenciation entre ceux qui sont vus comme les victimes innocentes du sida très tôt, les hémophiles, les transfusés, parce qu'ils auraient été contaminés malgré eux et sans avoir rien fait. Et alors, on ne parle pas des victimes coupables, mais quand on a des innocents,
un peu par incidence, forcément, c'est que les autres ne sont pas aussi innocents que ça, et donc des formes de stigmatisation extrêmement dures, extrêmement fortes. Et dans le cas de la communauté homosexuelle, vous avez raison, ça intervient aux États-Unis à un moment qui n'est pas du tout anodin, qui est à la fois un moment d'aboutissement de, en gros, une dizaine d'années de structuration politique très forte des mouvements homosexuels aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France en tout cas, et qu'en partie de l'Europe occidentale. Donc, un moment d'affirmation pour la visibilité aussi d'un mode de vie sans concession et qui refuse de rentrer dans le politiquement correct. Et puis, ça arrive au moment, effectivement, de l'installation de l'administration Reagan, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière d'idéologie conservatrice, religieuse, etc. Et ça a aussi pour conséquence de diviser d'ailleurs la communauté homosexuelle elle-même sur la prévention. Vous parliez de Larry Kramer tout à l'heure. C'est un des premiers qui va alerter les homosexuels new-yorkais, puisque c'est là qu'ils vivaient, en disant on ne sait pas très bien ce que c'est que cette maladie, mais il est clair que on a tous des amis qui sont en train de tomber malades et qu'elle touche de manière préférentielle les homosexuels à New York. Il faut sans doute changer nos comportements tant qu'on n'en sait pas plus. Et de l'autre côté, beaucoup d'autres piliers de cette communauté qui disent non, on ne va pas renoncer à renoncer à des combats politiques et aux victoires qu'on a obtenues, adopter des comportements policés, etc., qui seraient une victoire de l'ordre moral. Donc ça a aussi divisé la communauté homosexuelle, dans les premières années en tout cas. Il y a une figure qui incarne ces formes de stigmatisation, c'est un Québécois, Gaëtan Degas, qui a été désigné de manière totalement abusive comme le patient zéro de l'épidémie. Et là, c'est très frappant en vous lisant de voir comment quelqu'un qui, au contraire, avait beaucoup essayé d'aider les médecins en disant voilà qui j'ai connu, voilà qui j'ai rencontré, avec qui j'ai des relations sexuelles, etc. En fait, ça s'est retourné contre lui médiatiquement parce que ça en a fait une sorte de diffuseur inconscient de la maladie. Ouais, l'histoire, il y a eu beaucoup de travaux et notamment des travaux vraiment remarquables d'un historien américain sur l'histoire de Gaëtan Degas. Le côté particulièrement tragique de cette histoire, c'est que la construction de Gaëtan Degas comme le patient zéro, avec tout ce que ça a pu avoir comme conséquence ensuite. Ouais, qui est totalement faux. Oui, voilà, qui est totalement faux, effectivement, est directement le produit de la première grande enquête journalistique qui a été faite aux États-Unis sur les tout débuts du sida, un ouvrage qui s'appelle And the Band Played On, je ne crois pas qu'il soit traduit en français, d'un journaliste californien, lui-même homosexuel, travaillant à San Francisco et qui lui-même a été contaminé par le VIH et meurt quelques semaines ou mois après la publication de son ouvrage. Et effectivement, il reconstruit dans une forme de récit journalistique un peu romancé cette histoire. Et il y a différents protagonistes. Et dans les protagonistes de son livre, qui sort en 87, si ma mémoire est bonne, ce steward québécois qui voyage entre les deux côtes des États-Unis, l'Afrique, le Canada, par son métier même, est mis en avant comme ayant eu des partenaires multiples dans tous ces territoires, dans tous ces espaces, et ayant très largement contribué, si ce n'est plus, à diffuser le sida, notamment à le ramener en fait d'Afrique vers l'Amérique du Nord. Au moment où l'ouvrage de Randy Shields, donc ce journaliste, paraît, Gaëtan Degas est déjà mort. Puisqu'il est décédé en 84, mais sa famille a dû subir les foudres médiatiques, des portraits sont parus dans la presse, le visage du patient zéro, etc. Alors même que, vous l'avez dit, si on connaît tellement bien l'histoire de Gaëtan Degas, c'est parce que ça a été, dans les premières enquêtes épidémiologiques, un de ceux qui a répondu le plus volontiers, effectivement, aux enquêteurs du DCDC, des centres de contrôle des maladies américaines, qui sont venus rencontrer les premiers patients, les interroger pour essayer de savoir ce que c'était que cette nouvelle maladie, et qu'il avait effectivement donné le nom de dizaines de partenaires sexuels. Donc c'est sa bienveillance et sa bonne volonté à aider l'enquête épidémiologique qui s'est en partie retournée de manière posthume contre lui et contre sa famille. Ce milieu des années 80, c'est aussi une période de très forte tension dans la guerre froide, et on apprend en vous lisant que l'URSS instrumentalise la nouvelle maladie, à la fois un peu comme symptôme de la dépravation occidentale, et puis aussi peut-être méfait du complexe militaro-médical industriel des États-Unis, parce qu'on sait qu'il y avait déjà eu des accusations de guerre biologique dans les années 1950, au moment de la guerre de Corée, etc. Donc là, ça devient un élément dans l'arsenal propagandiste de l'Union soviétique finissante. Oui, exactement. On est dans cette première moitié des
des années 80, dans une période de regain des tensions Est-Ouest, Reagan, etc. Et on a une maladie, c'est un peu un cadeau providentiel pour la propagande soviétique, une maladie qui ne concerne apparemment que des Occidentaux dans un premier temps, et en plus des Occidentaux dépravés, ou en tout cas vus comme tels, des choses qui n'existent pas dans la pureté du bloc socialiste, pourrait-on dire. Donc évidemment, il y a une forme d'élément un peu cadeau providentiel pour la propagande soviétique, d'autant plus que le bras de fer et les rancœurs s'accentuant entre les Occidentaux et les Africains sur la question du sida. On parlait de la rancœur tout à l'heure sur la question de l'origine du virus, puis les limitations de voyage des Africains vers les pays occidentaux. Eh bien, là encore, on a un cadeau providentiel. Donc, effectivement, l'Union soviétique et puis ses satellites, notamment la RDA, organisent et orchestrent une campagne de propagande en stipendiant différents journaux un peu partout dans les pays, à la fois en Inde, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine également, pour diffuser la thèse selon laquelle le VIH, le virus du sida, est un virus produit en laboratoire militaire par les autorités militaires américaines et qui, alors selon les scénarios, soit se serait échappé malencontreusement du laboratoire en question, soit aurait volontairement été inoculé, alors soit à des prisonniers, soit à des opposants politiques. Bon, il y a toute une série de scénarios plus ou moins rocambolesques, mais même si finalement cette campagne va être relativement brève, parce qu'avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir au milieu des années 80 et la négociation commune de désarmement, une des conditions que met l'administration américaine à entamer des pourparlers pour le désarmement mutuel, etc., c'est l'arrêt de cette campagne de propagande. Mais elle a des effets à extrêmement long terme, encore aujourd'hui. Alors, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que le bloc socialiste qui a relayé la thèse selon laquelle le VIH aurait été un produit de laboratoire mal contrôlé par les autorités américaines. Au sein même des États-Unis, on a des milieux complotistes qui diffusent cette idée. Mais en tout cas, c'est cette controverse qui naît très tôt, et cette polémique et cette contre-vérité, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, qui naît très tôt dans les années 80. On la retrouve aujourd'hui sur des sites consultistes sur YouTube et autres, et donc elle a une longévité importante et particulièrement inquiétante, évidemment. Oui, et là, évidemment, c'est pas ce que vous faites dans le livre, mais on pourrait faire des dizaines de parallèles avec la période Covid, avec des personnages qui sont des scientifiques éminents, mais qui disent « mais moi, je vais vous dire que c'est pas ce que vous croyez, moi, j'ai la molécule miracle, etc. » On pense au professeur Raoult, on pense à plein de démarches complotistes, aussi à toutes les démarches un peu de contournement des organismes officiels dont on pense qu'ils sont pas efficaces, qu'ils sont trop lents, etc. Avec des gens qui disent bah, « voilà, moi, je veux acheter une molécule miracle, je veux y croire, etc. » Exactement à la façon dont voilà, des gens prescrivaient de la chloroquine ou se faisaient prescrire de la chloroquine dans l'incertitude totale de son efficacité il y a 5 ans, mais parce que on voulait s'accrocher à ça dans une période d'apparente impuissance scientifique. Oui, la différence, je crois, et je dirais, c'est que quand même, pendant la période la plus dramatique et de l'impuissance thérapeutique du sida, la communauté scientifique globalement, a montré quand même plus de prudence, en tout cas en termes de recettes miracles ou de succès. Alors, il y a quelques contre-exemples particulièrement retentissants, y compris en France. La France a fait une conférence de presse retentissante pour dire qu'elle avait trouvé un remède miracle avec la cyclosporine, soutenu par le ministère de la Santé. Ça a été un fiasco total. Mais globalement, quand même... ce recours à des remèdes miracles, etc., il a été essentiellement, et c'est une histoire à part entière de l'histoire culturelle aussi du sida, le fait de malades ou de personnes contaminées qui effectivement n'avaient aucun remède à disposition, aucune perspective dans les années 80, et qui se sont organisés pour accéder à tout ce qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, représenter une source d'espoir. C'est ce qu'on a appelé les Buyers Club, ces espèces d'associations de patients qui faisaient entrer plus ou moins en contrebande. Alors, aux États-Unis, c'est à la frontière mexicaine. En Europe, ça peut être à différentes frontières ou venant de différents pays. Mais c'est vraiment plutôt des clubs du désespoir, si je puis dire, que des volontés de polémique ou de tergiversation scientifique, même s'il y a eu des coups d'éclat scientifiques
pseudo-scientifiques qui ont été particulièrement malheureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été aussi beaucoup instrumentalisés par le politique, je le disais. L'affaire de la cyclosporine pour la France, c'est un fiasco du ministère de la Santé, pour ne pas le dire, pour le dire clairement. L'autre exemple, Tony Truant, c'est la secrétaire d'État à la santé américaine qui, en 84, annonce un vaccin dans les 3 ans parce qu'une équipe américaine prétendument a identifié le nouveau virus. Donc, il y a eu cette forme d'imprudence, mais qui relève peut-être plus d'une instrumentalisation politique. Et puis, un peu plus tard, il y a les figures de ce qu'on appelle les dissidents du VIH, c'est-à-dire, et là, pour le coup, encore aujourd'hui, au moins un grand nom quand même de la science, un espèce de Didier Raoult du VIH, on peut le dire comme ça, en tout cas une personnalité reconnue scientifiquement, Peter Duesberg, qui porte une espèce de communauté de la dissidence, affirmant encore aujourd'hui que le VIH, contre toutes les preuves scientifiques, ne serait pas la cause de la maladie. Ces ratés, ces improvisations, ces incertitudes, c'est aussi lié à un contexte que vous restituez bien, c'est le contexte de la médecine au début des années 1980, qui est une médecine assez triomphante vis-à-vis des maladies infectieuses et qui n'est pas du tout prête, et ces institutions, notamment l'OMS, n'est pas du tout capable d'anticiper ou même de comprendre ce qui se passe. Et il y a plein de gens de l'OMS d'ailleurs qui l'ont déclaré après en disant on n'était pas armés intellectuellement pour comprendre ce qui nous arrivait. Ouais, il y a deux dimensions. Pour l'OMS, le mea culpa, il a été fait effectivement par le directeur général de l'organisation, Alfred Mahler, en 87. C'est assez tard, 6 ans après les premiers cas. Et ce qu'il a expliqué, c'est que c'est pas que l'OMS n'a pas vu venir le sida, c'est qu'elle l'a pris pour une maladie de blanc, de riches, de pays riches. Et la tradition de l'OMS, qui est en partie héritière d'une médecine coloniale et post-coloniale, c'est d'intervenir dans les pays où, en gros, les pays n'ont peut-être pas les moyens de gérer les urgences de santé publique. Et en gros, Alfred dit, nous, on a cru que c'était une maladie américaine, une maladie française, britannique, allemande, etc. Et que, ils avaient la médecine de pointe, les meilleurs chercheurs, l'argent pour gérer la crise. Et donc, on s'y est pas intéressé. Et qu'il ne fallait pas couper les budgets paludisme de l'OMS qui leur paraissaient et qui sont des problèmes de santé évidemment immenses. Exactement. Donc, et ça a créé des tensions durables au sein de l'institution, et même encore dans les années 2000, au moment où on met des milliards de dollars sur la table pour diffuser les traitements contre le VIH, il y a une partie des fonctionnaires de l'OMS qui disent « Vous êtes bien gentils, mais vos milliards de dollars, ils sont sûrement très utiles pour tous les patients séropositifs sur la planète, mais on a des enfants qui meurent du paludisme, qui meurent de diarrhée de manière peut-être plus chronique et pour lesquels on a aussi besoin de cet argent. Et la question de la vampirisation des sommes, elle est prégnante dans tous les débats liés aux sommes très importantes qui ont mobilisé le VIH à partir du tournant des années 2000. Donc ça, c'est pour la question de la réponse de l'OMS et des institutions internationales. Du point de vue de la médecine et des réponses médicales, en fait, vous avez tout à fait raison. On est à la fin des années 70 dans une période où, c'est ce que disent aujourd'hui encore ceux qui étaient des jeunes internes dans les années 80 et qui ont les Gilles Pialou, etc., qui sont devenus les grandes figures, où la médecine infectieuse, globalement, ça n'intéressait plus grand monde dans les pays industrialisés. Et en fait, on avait aussi perdu un savoir-faire autour de cette question des maladies infectieuses, parce que les grands mots mis en avant dans les pays riches, c'était les cancers, c'était les maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, on avait à la fois des budgets, des services même de maladies infectieuses qui avait quasiment disparu. Dans les hôpitaux, il pouvait y avoir une mémoire de la prévention, de comment on accueille un patient qui est potentiellement porteur d'une maladie contagieuse. Toute cette mémoire-là, c'était en partie dispendue dans les années 60 et 70 parce qu'on considérait, on venait de déclarer la variole comme première maladie infectieuse éradiquée de la planète en 81, et dans l'idée que c'était la première d'une longue liste qui devait suivre et qu'en gros, le combat, il était sur le point d'être gagné. Et le VIH vient évidemment détruire de manière assez brutale cette maladie, mais ça explique aussi pourquoi ceux qui ont été, du point de vue de la médecine clinique, un peu les héros de cette histoire, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs, ce sont souvent des jeunes médecins qui sortaient tout juste de l'internat et qui, pour des raisons qui peuvent être personnelles, parce qu'ils ont été confrontés à des patients assez rapidement, de manière un peu par coïncidence, vont dire, voilà, là, il y a quelque chose qui mérite une vraie attention médicale, et il a fallu lancer l'alerte aussi pour
reconstruire ou en tout cas réaffirmer la place de cette recherche sur les maladies infectieuses. Ceci dit, autre conjonction des temps un petit peu étonnante, la recherche sur les rétrovirus, le VIH est un rétrovirus, avait accéléré de manière extrêmement importante dans les années 70 et ça explique pourquoi on a repéré le VIH aussitôt. Sans les grands succès de la recherche fondamentale des années 70, on n'aurait sans doute pas été en mesure de détecter le VIH aussi vite. Alors vous vous rappelez évidemment qu'il y a la grande controverse franco-américaine, qui est quand même un dossier sur lequel il a énormément été écrit, donc c'est peut-être pas de ça qu'il est plus intéressant de parler, parce que il ne faut pas donner l'impression que vous faites une histoire par le haut avec l'OMS, les institutions, etc. Il y a énormément de passages dans votre livre qui montrent les formes de mobilisation des malades et en particulier, ce qui est sans doute à l'échelle vraiment de l'histoire médicale occidentale une rupture fondamentale, c'est le sida qui fait advenir la figure du malade expert. C'est-à-dire du malade qui n'attend pas qu'on le diagnostique, qu'on lui prescrive et qui est le patient et qui patiente, mais le malade qui est actif dans la compréhension de son propre état, de son propre traitement et qui va apporter à son... Comment dire, et qui va s'approprier, y compris la littérature scientifique, un certain nombre de choses. Donc ça, c'est vraiment une césure majeure dans l'histoire du rapport occidental à la maladie. Ouais, vous avez tout à fait raison et ça va devenir un des cœurs du combat politique avec des effets durables, c'est-à-dire que les malades ou les porteurs du VIH qui sont pas malades vont conquérir des sièges dans toutes les instances de décision. Et ça, c'est une autre révolution en termes de santé publique. Alors ça s'explique sans doute par deux raisons, en tout cas c'est celle que je pointe dans le livre. D'une part, le fait qu'on a une maladie totalement nouvelle et finalement à propos de laquelle le savoir scientifique est à peu près aussi nul pour les médecins que pour les patients au début tout le monde des part de années. zéro, voilà, presque. c'est ça l'idée. Alors évidemment, il y a des gens qui ont fait toute une carrière sur les rétrovirus, qui savent en gros comment fonctionne un antirétrovirus, mais disons que quand même, il y a une littérature. En plus, c'est une recherche qui est relativement récente. Je le disais, ça date des années 70. Donc, c'est assez, je dirais pas facile à rattraper, mais disons que pour des gens pour lesquels ça devient une question de vie ou de mort, s'investir dans ces questions va devenir un moyen aussi de lutter politiquement, de lutter aussi pour éventuellement leur survie. L'autre raison, c'est assez marquant, c'est qu'on a parmi les premiers malades du sida dans les pays occidentaux, une partie de la communauté homosexuelle appartenant aux classes supérieures, blanches des grandes villes européennes ou nord-américaines, avec un bagage culturel, avec un bagage universitaire suffisant pour leur permettre de s'approprier ces sujets-là et aussi avec un capital politique, social qui va leur permettre de les porter sur le devant de la scène. On a une maladie qui touche des gens qui sont capables de se mobiliser et qui sont capables alors au prix d'un énorme effort, et c'est tout à leur honneur évidemment de voir des gens qui venaient d'horizons totalement différents, ingurgiter de la littérature scientifique sur les essais cliniques, sur les différents protocoles, etc., mais qui vont se mettre au niveau, acquérir par là une légitimité et forcer les portes des instances de décision en disant « Oui, moi j'ai aussi cette légitimité parce que je suis au niveau, je suis capable de comprendre les intérêts comparatifs de tel essai par rapport à tel autre, etc. » Alors, il y a quelque chose d'assez fascinant à voir se déployer dans le livre, une forme de montée en puissance, c'est-à-dire qu'en même temps que le nombre de malades de l'épidémie augmente, la prise de conscience augmente, les prises de position médiatiques, culturelles augmentent, il y a des premières grandes figures dont on sait qu'elles sont atteintes et mortes du sida, l'acteur Rock Hudson, le basketteur Magic Johnson, 1980, ça a été des moments très très intenses de médiatisation. Donc la croissance parallèle de l'épidémie et de sa prise de conscience sociale et qui aboutit à une forme d'apogée, et comme on ne peut pas parler de la totalité du livre qui est très riche, peut-être je voudrais vous interroger sur un moment qui paraît tout à fait marquant, prise de conscience et apogée de la prise en compte institutionnelle, c'est cette résolution 1308 du Conseil de sécurité de l'ONU en juillet 2000, qui fait que la plus haute instance mondiale considère la maladie à l'échelle d'une crise internationale, d'un danger nucléaire, etc., parce que ça a été porté véritablement, ça a été construit et porté jusqu'à ce niveau-là. Ouais, un des enjeux effectivement de la prise en charge internationale du VIH, c'est de transformer une prise en charge d'une crise sanitaire
qui relevait donc dès lors essentiellement de l'OMS en termes de prise en charge multilatérale, à une crise globale avec des enjeux qui sont de sécurité. La maladie est discutée au Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 2000. C'est une première parce qu'elle est vue comme, alors pour le continent africain, mettant en péril la sécurité. C'est l'époque, vous le dites très bien dans le livre, des scénarios catastrophistes qui, rétrospectivement, peut-être c'était bien qu'ils soient publiés comme ça, parce qu'il y a littéralement des gens, des analystes aux États-Unis qui disaient ça ne sert plus à rien d'investir dans tel pays, il sera rayé de la carte dans 10 ans. Vraiment, on a l'impression d'une perspective d'effondrement radical qui ne s'est heureusement pas réalisé, même s'il y a des situations très très graves, mais pas au point qui a été détruit. Et du coup, c'est devenu quelque chose qui a été construit comme un problème global. Oui, exactement. Problème global, problème économique aussi. L'idée qu'on a un continent qui va s'effondrer d'un point de vue économique. On est aussi dans une période de sortie de guerre froide, donc de remise à plat des équilibres, de projection de tous les fantasmes sur ces nouveaux espaces qui seraient libérés de la concurrence Est-Ouest et qui seraient un peu des nouveaux Eldorado, etc. Effectivement, enjeu de développement, l'idée qu'on va remettre en cause tous les progrès effectués depuis 3 décennies en matière de progrès de développement, et les chiffres publiés notamment des espérances de vie des pays d'Afrique australe sont particulièrement frappants. On dit les courbes de l'espérance de vie qui n'ont jamais cessé d'augmenter, plus ou moins vite, mais la tendance historique, c'est évidemment l'augmentation de l'espérance de vie. Elle pourrait non seulement se renverser, mais passer de 65 ans à 35 ans dans certains pays d'Afrique australe. Donc les chiffres sont apocalyptiques. Et évidemment, alors ils sont apocalyptiques, à mon sens en tout cas, un peu par sensationnalisme, il faut bien l'avouer, quelque chose d'un peu morbide dans cette idée qu'on a une nouvelle peste. Et je pense que, en tout cas, à lire certains ouvrages de l'époque ou certains comptes rendus journalistiques, il y a une forme de complaisance un peu morbide et malsaine, mais il y a aussi évidemment une dimension mobilisatrice. ONU-SIDA a été accusé d'avoir, alors, je ne sais pas si c'est grossi des chiffres, mais en tout cas, elle a révisé souvent à la baisse ses projections. Et Peter Piot, le premier directeur de ONU-SIDA belge, a lui-même dit entre 2 estimations, quand on n'était pas très sûr, ce n'est pas une science exacte, évidemment, l'épidémiologie du VIH, quand on me demandait de trancher, évidemment, mettre en avant le chiffre le plus élevé permettait sans doute de mobiliser plus les décideurs politiques et les opinions publiques. Avec un moment états-unien très frappant. Et là, j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise en vous lisant, parce que c'était un peu la dernière figure que j'imaginais être le mécène, évidemment pas le sauveur, parce qu'il ne faut pas tomber dans cette rhétorique, mais en tout cas, l'acteur politique qui allait faire basculer, qui allait débloquer des crédits gigantesques et qui allait se révéler efficace, même sous des modalités discutables. C'est George W. Bush, c'est-à-dire celui-là même qui a embrasé le Moyen-Orient jusqu'à nos jours par la guerre en Irak. L'autre versant de sa politique, d'ailleurs un peu pour la compenser, en disant les États-Unis, c'est pas que le bâton répressif des méchants régimes, c'est aussi la générosité et la possibilité de mettre des milliards de dollars sur la table. Et donc c'est un acteur, lui et son administration sont un acteur important de cette histoire. Ouais, c'est fondamental. Je vais pas vous assommer de chiffres, mais pour vous donner un chiffre parlant, à la fin, dans la deuxième moitié de l'administration Clinton, les chiffres que les États-Unis mettent sur la table pour la lutte contre le sida, et ça a augmenté dans les années qui précèdent de manière continue, on arrive à peu près à entre 500 et 700 millions de dollars. En 2003, Bush met 15 milliards de dollars sur la table. Donc on est dans un rapport de 1 à 25. On multiplie pas. C'est un véritable, ce qu'on appelle le PEPFAR, le plan présidentiel pour lutter contre le sida dans 15 pays prioritaires dans un premier temps. C'est un véritable plan Marshall. C'est ce que les Américains appellent un game changer. C'est ce qui va changer fondamentalement la phase de la lutte contre le sida, parce que c'est aussi, au-delà des sommes et de ce qu'on peut en faire, c'est aussi un signal que les États-Unis se rallient à l'idée de l'accès universel au traitement. Pourquoi ? Parce que la majorité de ces sommes, elle va être consacrée à diffuser les traitements. Et donc, c'est un message politique qui dit cette idée que les traitements c'est pas réaliste, c'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est pas faisable parce qu'on sait pas lire l'heure, etc. Eh bien le message envoyé, on dit nous on y croit et on met l'argent sur la table. Alors vous avez tout à fait raison, ça peut sembler surprenant quand on associe le personnage de George W. Bush à d'autres pans de sa diplomatie, d'autant plus que c'est vraiment concomitant en termes de chronologie, puisque le PEPFAR il est lancé en janvier 2003, c'est-à-dire 2 mois avant l'invasion de l'Irak. On est en plein conflit avec l'ONU, Villepin, etc., au Conseil de sécurité. Dès le début, et je leur accorderai une forme de sincérité dans la démarche,
pour George W. Bush et puis pour tout son clan qui l'entoure et dont on sait qu'ils sont très marqués par les néoconservateurs chrétiens, effectivement, les deux sont vus comme, je dirais pas la compensation l'un de l'autre, mais les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire, on sera impitoyable avec ceux qui troublent l'ordre mondial et qui attaquent les intérêts américains. En revanche, nous sommes aussi, par devoir de charité chrétienne, sensibles aux drames des plus faibles et nous avons un devoir chrétien de les aider. Après, cette rhétorique religieuse qui marque très fortement les lancements du PEPFAR, George W. Bush ne se cache pas que sa foi l'a poussé à prendre conscience de ce drame. Il a aussi été critiqué par un certain nombre de militants comme marquant aussi le type de réponse, et notamment l'insistance que les programmes américains mettaient sur les questions d'abstinence sexuelle au détriment du préservatif, etc. Au moment où le pape Jean-Paul II puis Benoît XVI ont été très critiqués, évidemment, pour la prise de position anti-préservatif en Afrique, vue comme facteur d'accélération de la catastrophe en cours. Donc il y avait évidemment des arrière-pensées à tout ça. Mais effectivement, c'est un moment, d'un point de vue diplomatique, déterminant. Le livre a pour illustration de couverture l'immeuble des Nations Unies à New York avec le ruban rouge symbolisant la lutte contre le sida sur sa façade. Ce symbole lui-même, il a une histoire. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait avant ? Moi, j'ai découvert que c'était très effrayant ce qu'il y avait avant et que ce ruban rouge, il a sa propre histoire. Ouais, alors la première campagne de sensibilisation à la maladie avait été lancée par l'OMS en 1987, et effectivement, le symbole qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver si on fait une rapide recherche sur Internet, c'était deux cœurs qui s'entrecroisaient avec deux têtes de mort, et qui était le premier visuel qui avait été utilisé pour la première campagne. Et ce visuel, l'OMS avait beaucoup investi dessus d'ailleurs. Il l'avait commandé à un des designers les plus en vogue des années 80, Milton Glaser, qui avait travaillé sur le I Love New York aussi. C'est lui le père du fameux I Love New York. Bon, bref, c'était le premier visuel. Et puis, effectivement... À une époque aussi, où il y avait toutes les représentations graphiques de cette boule rouge hérissée de piquant qui a angoissé beaucoup de gens dans ma génération et d'autres, qui était un peu omniprésente et avec une forme très angoissante. Oui, vous avez tout à fait raison. Et pour le coup, on parlait du Covid tout à l'heure, on a revu ces boules à piquant là ressurgir à la une des actualités. Ça pose aussi question de comment on matérialise la menace d'un virus auprès d'opinion publique, finalement, avec ces images qui tiennent à la fois du jouet d'enfant et du monstre un peu étrange. Et pour revenir au ruban rouge, effectivement, il a été imaginé à la fin des années 80 par un collectif d'artistes américains qui a refusé de déposer un copyright pour justement que le symbole puisse être diffusé de la manière la plus large possible. L'idée du ruban rouge, c'est évidemment d'abord un lien qui doit unir dans la lutte contre le sida. C'est quelque chose de tout simple et qu'on n'a pas besoin ni de savoir graphique, ni même de moyens techniques très importants pour le reproduire. Et puis, c'est un V à l'envers qui doit symboliser la victoire à venir contre la maladie. Merci beaucoup Marion Abella. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans tout ce que raconte le livre, y compris pour les chapitres qui portent sur l'actualité très récente, les perspectives de traitement, les perspectives de solutions et de décroissance, des contaminations, mais voilà, avec tous les enjeux complexes que ça pose, de vieillissement des malades. Enfin, il y a énormément d'enjeux qui sont dans le livre et j'ai vraiment trouvé que c'était une belle porte d'entrée, d'autant que vous allez peut-être me répondre sur ce point, mais j'ai pas l'impression en vous lisant que vous cherchez à avoir le dernier mot sur l'épidémie, mais plutôt à donner accès à beaucoup de travaux, beaucoup de textes qu'on peut consulter pour aller plus loin, parce que chacune peut avoir son rapport évidemment à cette histoire. Bien sûr, c'est de l'histoire du temps présent, donc la grande majorité d'entre nous ont vécu d'une manière ou d'une autre cette histoire, donc il appartient évidemment à chacun de la reconstruire à partir de ses propres expériences et de ses propres souvenirs. Et puis c'est aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait au début de l'entretien, moi je suis venue à l'histoire du sida un peu par une porte dérobée, donc je ne prétends certainement pas ni la révolutionner, ni en écrire une version définitive. Disons que ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un point aujourd'hui à un moment un peu charnière et d'offrir un ouvrage qui pourra servir d'introduction aussi aux jeunes générations qui sont moins familières de cette histoire, et puis à ceux qui l'ont vécu d'une manière ou d'une autre, reconnecter leur histoire personnelle à une histoire peut-être un peu plus large. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ?
Alors sur la question du sida, je ne pourrais pas ne pas citer, parce que la publication a été pratiquement concomitante, les mémoires de Didier Lestrade, le cofondateur d'ACT UP et une figure évidemment centrale de la lutte contre le VIH en France, et donc il vient de publier ses mémoires il y a quelques mois. Et puis peut-être, si vous me permettez, 2 conseils plutôt qu'un. Du point de vue de la fiction, c'est un roman qui avait un petit peu fait parler de lui il y a quelques années au moment de sa publication, et qui est ressorti en poche, le roman d'Anthony Passeron, Les enfants endormis, qui a maintenant 3 ou 4 ans, et qui relate un drame assez méconnu, qui est celui des communautés rurales, notamment de l'arrière-pays niçois, qui vivaient à la marge, oui, à la limite de la marginalité, et qui, quand souvent héroïnomane, et qui, quand le VIH est entré dans ce milieu-là, a fait des ravages totalement silencieux. C'est une histoire familiale aussi sur les non-dits, mais c'est aussi la découverte d'un phénomène social moins connu que les grands militants parisiens ou des grandes villes, pour ce qui est de l'histoire française de la maladie. Oui, et c'est important de dire que le sida, voilà, il n'est pas seulement évidemment parisien, new-yorkais, californien ou africain, mais qu'il y en a autant de manifestations qu'il y a de lieux et qu'il y a de malades, et beaucoup encore méconnus. Donc il y aura sûrement de nouvelles recherches. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.